Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. C'est depuis longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo, ça fait quasiment 15 jours qu'on n'avait pas vu de vidéo, puis ça fait depuis plus longtemps encore qu'on n'avait pas fait de vidéo cyclisme sur la chaîne. On va parler des championnats d'Europe. Normalement, je devais faire un débrief de la Bretagne classique qui s'est déroulée il y a 2 jours, parce que je suis en train de calculer quand la vidéo va paraître, ça sera certainement jeudi. La Bretagne classique a été tellement inintéressante que je me suis dit est-ce que je fais la vidéo, je fais pas la vidéo. J'avais quasiment rien à dire. Les Français, on les a peu vus, à part Florian Sénéchal qui s'est fait avoir comme un bleu. Et Michael Matthews était en archi favori sur cette course. Le fait qu'il gagne n'était pas forcément une surprise. Devant le deuxième sprinter qui était présent sur cette course, donc il n'y avait pas vraiment de surprise. Les championnats d'Europe, sur un parcours qui était différent. La Bretagne Classique, c'est un parcours en ligne qui se finit par l'ancien parcours du Grand Prix de Plouay, modifié parce qu'avant le Grand Prix de Plouay, c'était sur un parcours de 16 km. Là, il ne fait plus que 13 circuits. La côte du Pont-Neuf, qui était anciennement la côte, enfin qui a le sommet, c'est le même sommet que la côte de Timarec, mais c'est une côte qui est différente, un peu plus pentue que la côte de Timarec. Enfin voilà, c'est un parcours qui est pas non plus démentiel. Euh, Avec la côte du Lézot également. Voilà, c'était la côte, les deux côtes principales, et puis il y a le faux plat également. Je sais plus comment il s'appelle, le faux plat, mais qui est pas très difficile sur ce parcours du Grand Prix de Plouay. Donc en fait là, c'était un Grand Prix de Plouay un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire que ce championnat d'Europe avec le circuit de 13 km que l'on faisait 12 fois, et ce qui nous donnait 176 km, enfin 13 fois, 13 tours, voilà, parce que c'est mal marqué là sur le profil de Pro Cycling Stat. Course qui a été intéressante, même si ça se finit au sprint. C'est pas parce que ça se finit foncièrement au sprint que c'est toujours inintéressant. Il y a eu pas mal d'attaques parce que des équipes n'avaient pas forcément emmené de grands leaders. On va pas faire un débrief comme on fera pour le Tour de France, mais je voulais faire cette vidéo pour vous parler un petit peu du programme pour les 2-3 jours à venir avant le Tour de France. Comment ça va se passer également pour le Tour de France. Donc j'en profite, je fais un melting pot un petit peu, puis on va parler de cette course et des résultats. On va commencer par le français, l'équipe de France, principalement avec la deuxième place d'Arnaud Démare, vice-champion d'Europe. Arnaud Démare, c'est pas encore pour cette fois pour un titre de champion d'Europe. Et c'est surtout une erreur stratégique. Je crois que le sélectionneur doit s'en rendre compte. Thomas Vauclair. Ça m'a fait penser un petit peu au championnat du monde sous Laurent Jalabert. C'est-à-dire qu'on a vu l'équipe de France à 80 bornes de l'arrivée, à 60 bornes de l'arrivée. Déjà, 40 bornes de l'arrivée, tu vois au moins l'équipe de France. Et puis, dans les 2-3 derniers tours, il n'y a plus personne. Alors, Arnaud Démare, c'est quasiment un miracle. C'est là où on voit que c'est un très très bon sprinter et qu'il est en forme. Parce que faire le sprint, alors qu'il n'y avait plus que Benoît Cosnefroy pour l'emmener, quasiment, et Thomas Bouda, c'est un miracle de finir deuxième dans ces conditions-là. C'est la différence très clairement entre l'Italie et l'équipe de France. L'Italie, il y a 2 ans, on se souvient au championnat du monde, je ne sais pas si vous vous souvenez, en Autriche, où c'était l'équipe la plus représentée dans le final. Ça ne les avait pas aidés. Mais l'équipe de France a toujours ce truc-là de rouler à 100 bornes de l'arrivée d'un championnat du monde, alors qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt parce que vous avez d'autres équipes qui roulent. Et puis d'avoir plus personne à 20 bornes de l'arrivée, parce qu'on les a fait rouler à 100 bornes de l'arrivée. Et là, ça a été le cas. Calmejane, il y avait qui Anthony Roux, par exemple, mais Calmejane, et j'en oublie, Cyril Gauthier surtout, voilà, c'est lui que j'avais oublié, ont roulé à 100 bornes de l'arrivée, enfin 80 bornes de l'arrivée. Tu ne sais pas pourquoi ils roulent à 80 bornes, à 60 bornes de l'arrivée, alors qu'il n'y a pas d'intérêt, parce que l'échappée, il n'y avait plus qu'un Polonais à un moment en échappée, il y avait 25 secondes,
Pourquoi on roule fort à ce moment-là? Il n'y a pas d'intérêt. Tu laisses l'Italie. L'Italie était peut-être aussi favorite, autant favorite que nous. Tu laisses la Belgique rouler, mais il n'y avait pas besoin de rouler à ce moment-là. Et très clairement, on a roulé à des moments où il n'y avait pas d'intérêt. Et à partir de 2 tours de l'arrivée, il n'y a plus personne pour aider Arnaud Démare. Anthony Roux et Cyril Gauthier, Calmejane, ont disparu à ce moment-là. Face à l'Italie, il y a 4 mecs pour emmener. Il y avait presque trop de personnel pour emmener Nizzolo. Démarre, il était seul. Donc obligé de. Comme à Karman, hein, Karman pareil. Hein, l'Allemagne a fait la même erreur stratégique, pardon, du côté de l'Allemagne, de rouler à 100 bandes de l'arrivée. Et puis à la fin, il n'y a plus personne pour aider à Karman. Parce qu'à Karman, il a fait 3 tours seul, hein, vraiment dans le peloton. Donc je trouve ça un peu débile du côté de l'équipe de France. Thomas Voeckler a fait pareil que Jalabert. De toute manière, l'équipe de France, les seules fois où elle a été plutôt intelligente dans sa manière de rouler sur des championnats du monde, pour moi, c'est quand c'était Cyril Guimard qui était à sa tête. Les autres fois, on a souvent vu du grand n'importe quoi en termes de stratégie. C'est pas la première fois qu'on voit l'équipe de France rouler à 50, 60, 40, 70 bornes de l'arrivée. Alors là, au moins, on avait un des favoris. Parfois, il n'y avait même pas de favoris dans l'équipe de France. Et on roulait, alors qu'il n'y avait aucun intérêt. Et à l'époque de Jalabert, on faisait ça, mais même avant. Hein. Et on se faisait avoir comme des bleus pour des conneries. Je me souviens du fameux championnat du monde de Qatar, où on est la seule équipe qui se fait se fracasser la gueule lors du coup de bordure. Au complet, hein, en plus, là, il y avait personne. Donc je trouve ça décevant. Du côté des coureurs au top, on va parler de Nizzolo, parce que Nizzolo, c'est l'un des sprinteurs, je pense, les plus sous-estimés, Nizzolo. Même en Italie, hein, parce qu'on considère il y a Viviani qui est au-dessus, mais au niveau du sprint mondial, on s'intéresse à Sam Bennett, on s'intéresse à d'autres coureurs. Et c'est vrai qu'on oublie toujours Nizzolo, qui pour moi est un très bon sprinter. Et surtout, je trouve que depuis l'année dernière, il a passé un cap, il a pris un petit peu du galon. Il n'avait pas fait un bon Giro l'année dernière, ça c'est clair et net. Par contre, Nizzolo, il avait fait une bonne campagne de classiques. Il a refait les quelques classiques qu'on a eu au mois de mars, enfin février-mars. Il n'a pas été mauvais, Nizzolo. Et puis là, il est reparti également sur de bonnes choses. Et je trouve que c'est un sprinter qui est sous-estimé parce que quand il était chez Trek, il a remporté 2 fois le classement du sprinter du Giro d'Italie, mais sans que ça intéressait énormément de personnes. C'est un coureur qui a quand même remporté le Tour du Piémont, qui a remporté là le championnat d'Europe, mais qui avait déjà fait deuxième d'un Grand Prix Ouest France, d'un Tour de Grand Prix de Plouay. Et pourtant, c'est un coureur qui est très sous-estimé. Cette année, il a quand même été deuxième troisième d'une étape du Tour du Burgos, deuxième du Circuito des Gexo, cinquième de Milan-San Remo. Sur Paris-Nice, il a remporté une étape, c'était l'étape de Chalette-sur-Loing, où il y avait eu pas mal de vent, deuxième de Kurn-Bruxelles-Kurn, troisième d'une étape du Tour de la Provence, deuxième de la Race Torquay, vainqueur d'une étape du Tour de Lander. Enfin, quand on voit sa saison, on se dit... Ah, quand même, c'est pas mal. Champion d'Italie aussi cette année, sur un parcours qui faisait 253 km. Donc c'est vrai que aujourd'hui, on pourrait se dire que c'est un coureur qui est totalement apprécié. Et pourtant, ce n'est pas vraiment le cas. Chez Trek, il est parti de chez Trek. Je pense que ça a été aussi un bon choix de sa part, mais il est parti de chez Trek parce que pas forcément estimé. Et puis, il est arrivé chez NTT, ancienne équipe Dimension Data. L'année dernière, il était chez Dimension Data, qui est devenu NTT. Dimension Data, c'était quand même compliqué l'année dernière, hein, on va pas se mentir. Surtout qu'il était un peu dans l'ombre de Cavendish. Cavendish est parti, c'est maintenant lui le leader du sprint chez NTT, et on s'aperçoit qu'il a retrouvé du poil de la bête,
Et c'est une bonne chose pour lui, un coureur qui avait commencé chez Léopard et qui ensuite est allé chez Radio Shack, a ensuite enchaîné chez Trek et puis il est maintenant chez NTT avec Björn Höris. Je pense que avec Björn Höris aussi, il fait du bon travail. Il sera sur le Tour de France. Je ferai une vidéo sur les sprinters du Tour de France. Ça fait partie des coureurs sur lesquels il faudra compter sur le Tour de France. Parce que c'est un sprinter qui passe pas mal des côtes en plus. Notre ami Nizzolo. Ackermann aussi parce que encore une fois pour un coureur qui a pas été aidé par son équipe d'Allemagne, je trouve qu'en se démerdant seul, on voit que c'est quand même un coureur qui sait faire. Pascal Ackermann, et du côté des sprinters allemands, il faudra compter sur lui également dans quelques courses. Mais on l'a déjà vu l'année dernière sur le Giro, hein, Pascal Ackermann. Mais là, sans grand monde autour de lui, il a quand même réussi à s'en sortir. Et puis Van Der Poel, parce que en sprint pur, il nous a montré qu'il a aussi une très très bonne pointe de vitesse. Mathieu Van Der Poel, même s'il aurait aimé faire la différence avant, ce qu'il n'a pas réussi à faire. Les déceptions, c'est Alexander Kristoff qui a été pris dans une chute. C'est également la Belgique, l'équipe de Belgique, parce que c'est une équipe majeure. Et c'est là où on voit que dans certains domaines, la Belgique, aujourd'hui, c'est un petit peu difficile. Et au niveau des sprinteurs, c'est vrai que la Belgique, il n'y a pas grand monde. Et on s'aperçoit que Jasper Stuyven, c'est un petit peu limité. Ils ont perdu un de leurs coureurs aussi d'entrée. Ça a été un peu compliqué pour eux d'entrer la Belgique. Ils ont perdu Jasper Philipsen, mais je pense que même Philipsen, c'est quand même pas le meilleur sprinter au monde. Et après, t'enlèves Philipsen dans cette équipe de Belgique, et il n'y avait pas de grands coureurs. Alors c'est un peu le problème de ces championnats d'Europe, comme le Grand Prix de Plouay, c'est que ça manquait un peu de réelles stars. Parce que quand tu vois l'équipe de Suisse, par exemple, c'est d'une faiblesse comme on a rarement vu. La Norvège aussi, c'était compliqué. Mais la Grande-Bretagne, heureusement qu'il y avait le petit Pidcock. Sacré potentiel, le petit Pidcock en passant. Mais on a été assez surpris quand même du côté de la Belgique, parce que c'est une équipe qui est toujours là dans des grands championnats. Et puis là, pas présent, et surtout une équipe qui, je pense, n'a pas été très bien composée. Et puis l'Espagne, Garcia Cortina, qui, comme hier, parce que là j'enregistre sa vidéo mercredi, c'est quand même pas mal raté sur l'arrivée de cette course. On l'a peu vu quand même, Garcia Cortina, encore aujourd'hui, ce qui, je pense, est un petit peu une surprise. Et puis oui, Alberto Rui Costa, là aussi inexistant, mais comme souvent quand on l'attend, Rui Costa, il n'est pas là. Pas mal de problèmes de dérailleur aussi à Rui Costa à un moment, enfin pas dans toute la course, mais une déception quand même du côté de chez Rui Costa. Mais bravo du côté de Nizzolo, bravo Desmar également. Déception pour moi, c'est vous l'avez compris, du côté des Français, c'était Thomas Vauclair, parce que la stratégie, je ne l'ai pas compris. Et puis voilà, c'était ce petit débrief. Donc, pour finir ce débrief, on va parler de ce qui va se passer pour le Tour de France. Tour de France, il y aura déjà 2 vidéos qui vont paraître. Je vais les enregistrer demain, c'est un peu tard, je le sais, je vais les enregistrer jeudi. Elles seront normalement en ligne vendredi. Voilà, pour que tout soit prêt. On aura les favoris du côté du sprint. Avec, si je reprends la start list rapidement, il y aura Ella Viviani, on parlera d'Alexander Kristoff, on parlera de Wout van Aert, parce qu'au niveau du sprint, il faut quand même compter également sur ce coureur. On parlera de Sam Bennett, qui sera également présent, ou encore de Nicolo Bonifacio et de Brian Cocard. Et puis on parlera des leaders, ça sera la deuxième vidéo, les leaders pour le maillot jaune. Donc Thibaut Pinot, Bernal, Roglic, même si on n'est toujours pas sûr, de tous les coureurs sur lesquels il faudra compter. Et puis après, pendant le Tour de France, vous aurez tous les matins la présentation de l'étape, avec la présentation du parcours, avec la fiche du parcours, et puis la présentation également des favoris, de la stratégie de course, comment ça peut se dérouler selon mon avis. Les favoris, mes pronostics avant chaque départ d'étape. Et puis à l'arrivée, tous les soirs, débrief. On essaiera que ça ne soit pas en ligne après 22h, mais bon, ça sera la connexion Internet. Entre 8-10 minutes
10-12 minutes, voilà, selon la durée de l'étape, selon s'il s'est passé beaucoup de choses, pas grand-chose sur les contre-la-montre. Vous verrez, c'est un petit peu plus court. Et puis la présentation des étapes, c'est environ entre 5 et 8 minutes tous les jours pour vous présenter les étapes. C'est un peu comme l'année dernière sur la chaîne, on avait déjà fait ça pour le Tour 2019. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. La MotoGP arrive très vite sur la chaîne. Allez, ciao, ciao sur l'Amérique Production.